Effectivement, le 25 mai 1963, les deux groupes connus qui étaient au départ adverses, notamment le groupe d'Alger, le groupe de Casablanca, qu'on appelle les progressistes, se sont retrouvés à Addis Abeba pour la mise en place de ce qu'on appelait à l'époque l'Organisation de l'Unité africaine, l'OIA. C'est une occasion idoine pour moi de saluer la mémoire de ces pères fondateurs qui ont pour nom à l'époque Modibo Keïta, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere et tant d'autres. Ces hommes, ces grands hommes de l'Afrique ont vraiment pensé à l'avenir du peuple africain. Ils ont pensé à l'avenir d'un continent. Ils ont voulu que ce continent soit uni pour jouer un rôle primordial dans la sphère mondiale. Malheureusement, 59 ans après, l'objectif n'est toujours pas atteint à cause de certains chefs d'État qui défendent leurs intérêts égoïstes au profit des intérêts du peuple africain. Donc pour vous, le chemin est long encore. Les objectifs, on sait que les objectifs primaires, c'était la décolonisation de l'Afrique avec l'OUA. Ça, ce premier objectif est atteint. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec cette Union africaine-là, vous dites, c'est une organisation sur laquelle on peut compter, notamment en termes de résolution des crises en Afrique? Vous savez, quand vous dites que l'objectif pour moi, comme ton nom l'indiquait à l'époque, c'est l'unité africaine. Ce n'est pas seulement la libération, mais c'est l'unité africaine. Et effectivement, pour réaliser l'unité, il va y avoir des États indépendants. Donc, pour moi, l'objectif n'est toujours pas atteint. S'agissant de la nécessité de l'Union africaine ou pas, moi je pense que l'Union africaine doit exister. L'Union africaine doit juste changer le fusil d'épaule. Une organisation de ce genre doit prendre en charge les problèmes africains. Il ne doit pas être en tout cas derrière des organisations pour régler les problèmes. Les problèmes africains doivent être réglés au niveau de l'Union africaine. Malheureusement, jusqu'à là, à cause de la dépendance des puissances étrangères, l'Union africaine ne joue pas son premier rôle. Et je souhaite vivement qu'à partir de maintenant, que l'Union africaine joue son rôle, que le président de la Commission de l'Union africaine puisse jouer un rôle prépondérant dans le règlement des crises africaines. Vous pensez que cette organisation est un peu suiviste, c'est-à-dire elle se range, même si les problèmes ils sont africains, les crises sont africaines, se déroulent sur le continent africain, elle a beaucoup plus tendance à se ranger derrière les positions des autres organisations? Oui, parce que c'est mon constat amer. Jusqu'à là, on ne peut pas, ne parlons pas loin, parlons des crises qui existent actuellement. Jusqu'à là, je n'ai pas vu une décision de l'Union africaine ou en tout cas une volonté affirmée de l'Union africaine de dire qu'ils vont régler tel ou tel problème. Prenons le cas qui nous oppose à la CEDEAO. L'Union africaine est au-delà de la CEDEAO. Le Mali reste membre actif de la CEDEAO, de l'Union africaine. Et je pense qu'en pareil cas, l'Union africaine doit pouvoir trancher de façon vraiment responsable. Parlons à présent de l'actualité dans votre pays, le Mali. Je rappelle que le 4 juin prochain, un sommet est prévu, un sommet de la CEDEAO, un sommet au cours duquel les situations en Guinée, au Mali et au Burkina seront examinées. On sait que votre pays, le Mali, est sous des coups des sanctions de la CEDEAO. Est-ce que vous espérez enfin qu'un accord va être trouvé entre les autorités maliennes et les chefs d'État de la CEDEAO et qu'enfin les sanctions seront levées? Je ne donne pas assez de crédit au sommet des chefs d'État de la CEDEAO parce qu'il y en a eu tellement. Et qui connaît l'origine de ces sanctions, tu ne peux pas espérer, en tout cas moi personnellement, je ne tiens pas compte, en fait, je ne peux pas espérer sur un sommet du 4 juin. Je souhaite seulement que la CEDEAO se raligne à la position souveraine du Mali. Le Mali a décidé que la transition sera de 2 ans. C'est cette période qu'il nous faut pour mettre en place les bases, les fondements juridiques de la refondation de l'État, la restauration de notre souveraineté, la restauration de la sécurité. Et j'appelle à la bonne compréhension des dirigeants de la CEDEAO pour accompagner le Mali.
Vous savez, cette affaire du Mali n'est pas une affaire de la CEDEAO. J'ai l'habitude de dire que la CEDEAO elle-même, elle est manipulée. Sinon, comment comprendre une organisation dont la règle principale est la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque État? Vous pouvez vérifier tous les tests. Le protocole additionnel qui est signé en 1993, qui parle de la bonne gouvernance, de la démocratie, aussi n'autorise pas l'ingérence de la CEDEAO dans les affaires intérieures d'un État. Et malheureusement, la CEDEAO viole ses propres textes. La CEDEAO va jusqu'à prendre des mesures, des sanctions économiques et financières. La CEDEAO intègre l'UEMOA, qui est une organisation monétaire dont son statut est différent. C'est pourquoi je vous dis qu'il y avait une volonté politique de nuire. Malheureusement, le peuple malien a compris très tôt et le peuple malien ne s'est pas mis dans ce jeu. Aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas le choix. Ou il accepte les délais proposés par le peuple malien en toute souveraineté, ou la CEDEAO continue dans sa logique et le Mali maintiendra sa position. Justement, aujourd'hui, ça coïncide autour du chronogramme de la transition. On apprend que le président de la transition malienne a proposé 2 ans comme durée de la transition et le chef d'État de la CEDEAO ne serait pas sur la même ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour sortir, pour trouver un point, disons une entente? Est-ce que, au niveau du Mali, vous êtes prêt à revoir à la baisse ces délais de 2 ans? Vous savez, l'incompréhension n'est pas un problème de délai. Lorsqu'on veut ramener la transition malienne, qui est partie d'une situation très difficile, on veut le ramener à un problème de calendrier électoral, je pense que les gens n'ont pas compris. Pourquoi y a-t-il un changement de régime? C'est parce que le Mali était occupé. Il y avait l'insécurité galopante. Nous avons constaté que les forces en présence, malgré leur puissance numérique et opérationnelle, n'ont pas empêché les terrorismes d'évoluer. Alors que l'objectif, c'est de mettre un terme au terrorisme. Les sanctuaires du terrorisme se sont développés jusqu'aux alentours de la capitale malienne. Les Maliens sont dans l'insécurité totale. La gestion de la gouvernance est devenue catastrophique. Les détournements sont à coût de milliards et des milliards. La grogne sociale ne cesse de s'arrêter. Le peuple malien est sorti dans la rue pour dire que nous ne devons pas continuer dans ça. Il faut un changement. Et c'est ce changement qui a été obtenu suite à des manifestations populaires et a abouti sur l'intervention de l'aile patriotique de l'armée. Lorsque la CEDEAO n'essaye pas de comprendre, lorsque vous, les observateurs et les journalistes, vous n'essayez pas de comprendre, vous ramenez la transition à un problème de calendrier électoral, j'ai dit que vous serez toujours en porte-à-faux avec la volonté du peuple malien. Justement, donc pour vous, ce n'est pas un problème de calendrier électoral, ce n'est pas les élections? Non, le problème de la transition, c'est la refondation de l'État. C'est la création de nouveaux Mali, ce que nous appelons dans notre jargon le Mali courant. Ce n'est pas un problème électoral. Toute transition finit toujours par une élection. Et le souhait le plus ardent des Maliens, c'est de créer les conditions d'une élection libre et transparente. Dans ces conditions dont la CEDEAO voulait là, il n'est pas possible d'organiser une élection parce qu'on ne contrôle pas 80% de notre pays. Aucun citoyen n'a le courage de se rendre dans une urne parce qu'il sera exécuté par des terroristes. Comment peut-on organiser une élection dans ces conditions-là? Donc pour vous, la refondation, puisque vous parlez de la refondation, elle n'est pas possible, sauf dans un délai de 10 ans au moins. Non, la refondation est en marche. Vous savez, déjà, les organes de la refondation sont en train d'être mis en place. Beaucoup ont été adoptés, dont l'organe unique des élections, dont, comment on appelle, le code électoral. Le code électoral est déjà validé en Conseil des ministres et c'est au niveau du CNT pour être adopté. Donc, la refondation est déjà en marche. Sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, le Mali a repoussé l'ennemi jusqu'à dans son dernier retranchement. C'est vrai que le truc n'est pas fini, mais là, les sanctuaires essentiels du tourisme ont été détruits. Et ça, par l'effort de l'armée malienne et non des forces étrangères. Et c'est ça la refondation. Donc, que répondez-vous à ceux qui estiment qu'aujourd'hui, que par la politique que mène
colonel Assimi Goïta, il est en train de mettre le Mali en mauvaise posture. On sait qu'il y a eu la brouille entre la France et le Mali, mais récemment aussi, il a pris la décision de faire sortir le Mali du G5 Sahel. Toute décision trouve en tout cas son justificatif quelque part. Le G5 Sahel devait tenir son sommet en février à Bamako et le Mali doit assurer la présidence tournante. C'est les textes qui le disent, c'est statutaire. De février à maintenant, il n'y a eu aucune volonté de tenir le sommet extraordinaire, le sommet ordinaire qui doit consacrer à la présidence du Mali. Alors, si moi, vous ne voulez pas vous réunir chez moi, vous ne voulez pas que j'occupe mon droit inaliénable que les textes me donnent, comment voulez-vous qu'on compose? Est-ce que c'est le Mali qui est sorti ou bien on a poussé le Mali à sortir? Donc, ceux qui pensent que le Mali ou le président de la transition met le Mali en porte-à-faux, c'est qu'ils ont une vision très élémentaire. L'objectif des partenaires, tous les partenaires qui veulent étouffer la lutte légitime, la lutte héroïque du peuple malien, nous serons en porte-à-faux avec eux. Tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui ont compris la nécessité d'opérer un changement radical du système démocratique du Mali, seront nos amis. Et c'est pourquoi nous félicitons, nous remercions la Guinée et son président. Qui répondez-vous à ceux qui estiment que le président de la transition malienne est dans une logique de se pérenniser au pouvoir, dans une logique de confiscation? J'ai dit, je m'inscris en porte-à-faux parce que j'ai une bonne connaissance de la gestion du Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, était militaire, qui a une mission. La mission qu'il a confiée le peuple malien souverain, c'est de sauver le Mali, c'est de sortir le Mali de l'abîme, c'est de sortir le Mali de sa situation actuelle. Et c'est la seule mission qu'il s'est donnée, que le peuple lui a donnée, et il est dans cette logique. Donc, après ça, la transition, il s'en ira? Bien sûr qu'il s'en ira, parce que l'idée, l'objectif de toute une transition, c'est d'aller. L'objectif de toute transition, c'est d'aller. Et aujourd'hui, c'est le peuple malien même qui est pressé, en tout cas, de maîtriser, de créer les conditions d'élection libre et démocratique, de créer les conditions de sécurité pour permettre une élection et d'aller aux élections pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Cette dernière question, comment se porte aujourd'hui l'axe Conakry-Bamako? L'axe se porte bien et plus que bien. Aujourd'hui, les relations entre le Mali et la Guinée sont à hauteur de souhait. La Guinée a largement ouvert ses portes. Le Mali a répondu favorablement et les deux États, les deux peuples, les différents intervenants du corridor sont en train de tout faire pour que le Mali et la Guinée travaillent la main dans la main pour relever les défis de développement, pour relever les défis de l'ignorance, pour corriger en tout cas les effets pervers de la domination coloniale.